apprendons donc lors de la dernière vidéo, qui a vachement parlé du scénario principal quand même, que maintenant que nous avons récupéré tous les bracelets, il ne nous restait qu'à récupérer les anneaux qui nous ont été piqués. Sauf qu'en fait non, comme je vais vite le découvrir avec le scénario, 2 soldats se sont cassés avec le véritable dernier emblème qu'il nous manque et qu'on n'avait pas encore vu du tout. Et ces 2 soldats, bien évidemment, ce sont les vassaux d'Hortensia, vu qu'ils ne nous ont pas rejoints en même temps qu'elle. Rosado et Goldberry vont donc achever notre trio d'insupportables, car oui, c'est officiellement le trio que j'aime le moins du jeu. Ils sont obsédés par leur apparence. Alors certes, on pourrait répartir pratiquement l'intégralité du cast dans 4 cases, à savoir les personnages obsédés par leur apparence, ou ce qu'on pense d'eux, les personnages obsédés par la bouffe ou la cuisine, les personnages obsédés par l'entraînement, et les personnages obsédés par une autre personne bien souvent aléare. De ce trio, le plus inoffensif pour moi est Rosado, qui certes est obsédé par le fait d'être la personne la plus adorable du monde, ce qui entraîne d'ailleurs des soutiens hilarants avec Fogado, mais il y a quelque chose de chou et de sincère, d'un peu innocent à ce niveau, sans oublier que lui au moins a aussi un passe-temps avec le dessin qui lui ajoute un deuxième sujet de conversation. Mais bon, Hortensia, la loli désagréable qui veut être giga mignonne dans sa robe absolument immonde, désolé mais physiquement c'est dans le top des designs que je déteste le plus et niveau personnalité, c'est niveau limité à voir pire, au lit sans dessert, bye. Quant à Goldberry, c'est une vipère. Mais bref, on les remercie de nous avoir apporté l'anneau d'Erika qui contient Ephraim en guest star, mais pas trop non plus, hein, tu rêves si tu veux une discussion avec lui. Je suis pas trop sûr pourquoi, je vais pas vous mentir. En tout cas, vu qu'il pourchassait les voleurs, on se fight contre Marnie et Mauvier. Encore, ça fait pourtant pas longtemps depuis notre dernier affrontement. Pendant ce temps, Veil révèle à Gris et Zephyia qu'elle cherche sa sœur, qu'elle sait être vivante, parce que celle-ci lui a confié sa dracopierre il y a de ça un millénaire. Bon, la réponse à cette énigme est pas bien compliquée, hein. La question c'est plutôt comment on a changé nos cheveux en glace fraise myrtille fondue au lieu d'avoir un design crédible comme avant. Parce que je suis prête à croire pas mal de choses, mais pas que Lumera et son bron on ken. Avant de continuer tout scénario, je vais, comme souvent, passer 15 ans à Somniel, à faire des escarmouches et des corvées, à m'entraîner contre des alliés, à forcer Fogado à polir tous les anneaux et bracelets avec qui ça peut être rigolo, et honnêtement à faire monter Soren avec tout le monde parce que ça peut être marrant avec tout le monde. Surtout les gosses et les gens enthousiastes. Et sinon bien sûr, Fogado a l'occasion de discuter avec son jumeau dans un autre monde, même si je proteste quant au fait que ce ne soit pas le cas d'Alfred. Dimitri était sans doute trop perturbé par la ressemblance physique et a préféré parler à Diamant, son jumeau spirituel. Aussi, après beaucoup de chance, je me suis tapé un jumpscare. Aussi, j'ai fait quelque chose que je ne pensais pas faire et je suis allée check quelque chose en ligne histoire d'établir une liste des personnages qui sont punis, à savoir ceux qui n'ont pas le droit d'utiliser ce bracelet. Voilà, tout ceux-là, ils sont au coin. Bon, en vrai, je vais pas mentir, cette recherche, en fait, je l'ai faite 3 chapitres plus tard. À mon grand dam. Parce que je l'ai sauvegardé après quelque chose que j'ignorais que je pouvais faire et que je l'ai découvert lors de cette recherche. Mais repartons dans l'ordre. Une fois aux portes de Flora, nous faisons face à une terrible dévastation. Oh mon dieu, cela sera-t-il le rimailleur de ce jeu? Ouais non, le seul vrai intérêt scénaristique, c'est que c'est le moment où Zephyia et Gris révèlent à Veil sa double personnalité, et le fait que l'autre, qui est issu d'un sort qui lui jette régulièrement, a effectivement commis toutes les atrocités dont on l'accuse. Et ils le font en mode « Ah grou, c'est nous les méchants !» Bien devant les héros, on aurait limite l'impression qu'ils veulent que nos héros sachent que Veil ne s'est pas foutu de leur gueule tout le long et n'est pas un monstre 100% du temps, et tout ça afin qu'ils veuillent la sauver. En vrai, j'ai passé toute cette scène à me demander pourquoi ils n'ont jamais essayé de lui dire plus tôt, étant donné qu'ils n'ont pas encore le casque de plus tard qui devrait leur permettre de s'en tirer sans problème et savent même pas encore qu'il existe. Mais bref, la méchante Veil prend le contrôle, et avec Gris et Zephyia, et encore Marnie et Mauvier, sera la boss de notre prochaine map, puis elle ajoute le cadavre réanimé du père d'Ivy et d'Hortensia pour faire du drama émotionnel, ce qui fait que finalement la destruction du port est ultra secondaire et plus un gimmick de la map, alors que c'est honnêtement la plus grande tragédie ici. Vilaine Veil nous affirme avec enthousiasme que notre combat prouve à quel point les dragons déchus sont supérieurs aux dragons divins. Sauf que je suis en train de lui péter la gueule alors qu'elle galère à m'infliger le moindre dégât, donc pour me convaincre, on repassera hein. Nos méchants battent en retraite vers Eluzia et Veil ordonne à Zephyia de lui donner son anneau et surprise, la gentille Veil avait repris le dessus et balance l'anneau à Alère. Alors vu la distance, il aurait dû tomber dans l'eau, ce qui aurait pu être très fun. Mais non, on le récupère, et comme on a récupéré l'anneau de l'aberration de Hyacinthe, ça signifie qu'on a récupéré Leaf et surtout Sigurd. Oui non, parce que Sigurd et Alfred vont me carry un sacré moment, hein. Pouvoir traverser des lignes d'ennemis et se déplacer après l'action, ça change la vie, vous savez. Parce qu'honnêtement, ne pas pouvoir redéplacer mes unités et monter après une action, ça me manque un truc bien. À Eluzia, Sombron donne à Zephyia un casque qui devrait empêcher la gentille Veil de refaire surface, tandis que nous prenons nos bateaux et courons à leur poursuite. Sur le chemin, nous faisons face à des bateaux élusiens qui nous attaquent et on a un prêtre notamment qui n'a pas l'air très content d'être là.
Mais enfin, ça n'empêche pas de nous attaquer. Et vu que forcément, j'envoie une partie de mes unités à gauche pour les coffres et qu'Ivy se fait vite shooter sur le banc des blessés qui doivent battre en retraite... Oui bon bah j'avoue, j'ai totalement zappé qu'on pouvait recruter Lyndon. Je l'ai seulement appris lorsque j'ai fait la fameuse recherche des gens punis. D'ailleurs, il était pas puni, du coup je suis triste parce que ma sauvegarde la plus ancienne quand je l'ai découvert était littéralement juste après cette map. Rip moi parce qu'en plus, sans NG+, on va juste dire que refaire le jeu... Bon, il est fun, mais ce sera un peu reculant quand même, quoi. Enfin, j'imagine qu'il faudra bien que je fasse le nécessaire pour ces vidéos, dirons-nous. En tout cas, une fois arrivé en Elusia, c'est encore plus désastreux qu'à Flora. Il n'y a personne à sauver car tout le monde est déjà mort dans cette petite ville portuaire. Et d'après la map, il y a une sorte de brouillard chelou aussi qui diminue certaines de vos stats. Oh, il y a une daronne bien badass aussi, on l'avait brièvement croisée à Brouillard, elle. Elle s'appelle Saphir et elle a possiblement un de mes designs préférés du jeu, ainsi qu'une personnalité que j'apprécie énormément. En même temps, elle me fait penser à Catherine mixée avec Dimitri. Oui, encore un, écoutez, je comprends, hein, c'est le personnage préféré des gens dans le jeu de base. Mais bref, on la recrute rapidement, car non, je ne l'ai pas loupé, contrairement à Lyndon. Mais en revanche, j'ai un peu trop d'espoir, de toute évidence, parce que oui, je vais visiter ces maisons. Alors qu'on m'a bien dit en cinématique qu'il n'y avait plus personne à sauver. Donc ouais, faire ça revient à se faire déesse de la victoire. Oh, et sinon, devinez qui sont les boss du chapitre. Oui, encore eux. Ça commence à faire beaucoup, dites-moi. Et il s'avère que Marnie a piqué des anneaux à Zefia en partant de l'idée que si elle récupérait les anneaux qu'ils ont perdus au cours du chapitre précédent, alors Zefia serait fière d'eux. Ovier est moins convaincu, d'un autre côté on a bien vu que c'était le plus décent et hésitant du groupe, et vu le DLC, je devine que c'est le seul qui se joindra à nous et que les soutiens avec Madeline, Celestia et Grégory vont m'arracher le cœur. Mais bon, le fait est qu'on les bat et on récupère ces anneaux que Marnie a pris sans en demander l'autorisation. Donc d'un côté chouette, on a récupéré Roy et Micaiah. De l'autre, ça me fait bizarre de le dire, mais je m'inquiète pour ces deux antagonistes, qui sont un type qui est clairement juste là pour prendre soin de Veil, qui le voit comme sa fille, et une gamine totalement paumée. Et ça ne manque pas, Zefia leur déboîte la gueule pour les punir. Ouch. Avant de voir quelles autres conséquences ces actes auront eu, je vais passer un petit moment à faire les annexes des anneaux qu'on a. Contrairement aux annexes divines, les annexes des anneaux sont toujours une reproduction d'une carte dans leur jeu d'origine. Le premier que j'ai fait est l'annexe de Lynn, dont je n'ai pris absolument aucune vidéo, donc va vraiment falloir que je le refasse, mais qui était très fun et avec un gimmick sympa. Et c'est pareil pour Lucina, la deuxième que j'ai faite, qui était absurdement simple, mais est emblématique de son jeu de base, de ce que j'ai compris. Donc on va enchaîner avec l'annexe Dyke, et vous savez, ça fait des lustres que j'ai pas joué à Path of Radiance, mais il n'empêche que j'ai eu des souvenirs de guerre de ce niveau. En vrai, après un peu de réflexion, je me suis rappelé qu'il était pas si galère, notamment parce que c'est le niveau où on récupère Iliana, mais c'est sûr que c'est la première difficulty spike du jeu, donc lors de ma première partie, j'avais bien galéré. Mais ça en dit long sur le level design de Path of Radiance que ça ait déclenché une telle réaction chez moi. Je ne peux pas en dire autant de l'annexe qui a suivi, à savoir celle de Byleth. Quoi? Est-ce que j'avais oublié la map? Ah non, attendez, je la faisais encore il y a genre 2 mois sur ma dernière partie en expert devant Emerald, et j'imagine que d'un point de vue scénaristique, ça a du sens, c'est la map qui retourne le jeu quoi, celle où les Dolgars révèlent ses trahisons et tout. D'ailleurs qu'il soit su que protéger tous les cristaux est beaucoup plus dur que d'empêcher le vol des gemmes emblématiques. Mais je trouve que c'est quand même une des maps les plus OSEF du jeu de base. Je lui ai filé 13, c'est la note tiède que j'ai filée à toutes les maps ok tiers mais pas incroyables du jeu. Il y en a littéralement que 4 dans les 2 routes que j'ai faites, que j'ai moins bien notées qu'elle. Je trouve que Gronder aurait été tellement plus emblématique. Ouais bien sûr, je m'oppose aussi à la musique, à savoir Ventfoldland mélangé à la pointe de l'aube, avec comme unique bon point quelques secondes avec le chant des Nabatéens. Je demandais pas God Shattering Star, mais putain, vous auriez pu garder la musique de la map de base tant qu'à choisir celle-là, elle est infiniment mieux. Bon allez, finissons les annexes des anneaux que j'ai déjà récupérés avant de poursuivre le scénario. On ne change pas une recette qui marche après tout, à savoir le fait de me concentrer sur tout sauf l'histoire principale. Du coup, notre prochaine en date, c'est Sigurd, et ok, je l'avais pas vu venir, mais la map qu'ils ont choisie, c'est littéralement le prologue. Genre, j'ai vu le pont, j'ai fait, mais c'est le tout début du jeu. Bon, ça va être rigolo, tu élimines les ennemis devant le château, puis tu t'amasses sur le pont pour tout éliminer d'un... Ah, Sigurd est venu se suicider sur mes unités pour m'empêcher d'avoir un max d'XP. Bon bah tant pis, On va continuer avec Corinne, pour qui ils ont pris la fameuse carte du choix. Celle où vous choisissez un scénar décent, mais des personnages bof et des maps à chier, un scénar à chier mais des persos cool et des maps super, ou un scénar mal écrit et des maps ok tiers mais au moins vos deux familles survivent. Joli choix pour éviter de cimenter une route comme plus canon qu'une autre dirons-nous, et au moins il est vrai qu'elle est plutôt emblématique. Ensuite, l'annexe d'Erika, même si Ephraim est celui qui donne le coup d'attaque ultime, va à l'opposé de Sigurd puisqu'il s'agit de sa map finale. Rien que ça. J'ai un peu l'impression que ces annexes sont de plus en plus simples mais c'est sûrement moi qui me fais des idées.
Je sais que j'ai eu beaucoup plus de difficultés sur celle de Lynn ou Byleth que celle-ci. Un manque de gimmick peut-être? En tout cas, la suivante, c'est celle de Leaf. Et là par contre, j'ai pas vraiment de remarques à faire vu que Thracia est un des jeux que j'ai pas fait. D'ailleurs, si vous voulez savoir, parmi les représentés ici, je n'ai pas fait les jeux avec Mars, ce qui comprend Awakening d'ailleurs, Blazing Blade et Thracia. Ça ne veut pas dire que j'ai fini tous les autres, mais que je les ai tous au moins testés un moment. Et donc, que dire sur l'annexe de Leaf? Bah que pour le coup, je l'ai trouvé original, pas si simple et franchement fun, et que je m'imagine la faire sur un Fire Emblem old school, et je panique silencieusement, ça devait être une map bien galère. Encore deux, enchaînons avec Micaiah. 3-13. C'est le putain de 3-13. Et cette fois j'ai besoin de mon propre archer, pas d'un PNJ. Pour ceux qui n'auraient pas joué à Radiant Dawn, cette map est l'une des 3 plus cauchemardesques du jeu d'après moi, et j'ai de nombreux souvenirs traumatisants. Dedans, on fight juste Ike et son équipe avec des unités infiniment moins puissantes qu'eux. Bon, techniquement, pas besoin de battre Ike qui de toute façon va très tard bouger de sa zone de départ, mais il faut résister 12 tours, et si l'ennemi entre dans la zone que tu gardes, c'est un échec immédiat. Et d'ailleurs, durant cette map, Micaiah ne peut pas sortir de cette zone, ce qui signifie qu'à part essayer de soigner de loin et attaquer ce qui est apporté avec sa magie de siège, elle ne peut rien faire. Ce qui ne limite pas son utilité d'ailleurs, parce que la pauvre va avoir besoin de heal en permanence, sinon c'est foutu pour nos unités. Si vous arrivez à vaincre Ike, le combat s'achève immédiatement, mais pour ça, il faut survivre à la première vague d'ennemis, puis à la seconde vague, celle composée de personnages jouables, l'endormir quand il se déplace enfin, parce que honnêtement, il peut one-shotter la majorité de vos personnages, et avoir tout le monde qui l'attaque et le touche, parce que sinon vous vous retrouverez face à toute une bande d'adversaires, y compris Soren, qui vous pèteront la gueule, et vu qu'il ne devrait plus vous rester qu'un tour à survivre quand vous en arrivez là, honnêtement, jouez plutôt safe et ne prenez pas ce risque, il n'en vaut pas la chandelle. Aussi, fait amusant, durant cette bataille, Soren et Micaiah peuvent avoir une conversation. Sauf que je n'ai jamais vu Soren bouger de sa position de départ et qu'il est hors de portée de Micaiah. Donc je sais pas comment on l'obtient. Peut-être que si on attaque Ike super tôt... Enfin bref. Comme vous voyez, j'avais beaucoup de choses à dire sur cette map, dites-vous que je ne l'ai pas faite depuis 12 ans et que ça en dit long sur à quel point elle m'a traumatisée que je m'en rappelle à ce point. Et dites-vous aussi que le temps que je raconte ça, je l'ai déjà fini dans ce jeu. Elle a réarrivé tous mes traumas pour ça? Je suis à la fois soulagée et un peu déçue, je vais pas vous mentir. Le seul point commun entre ces deux versions de la map, c'est l'utilité au mieux anecdotique des catapultes. Pour conclure sur cette section annexe, faisons celle de Roy et, bien sûr, le chapitre 21. Le chapitre dont le boss, dans les difficultés plus élevées, est littéralement plus balèze que le Big Bad. Dans laquelle il y a des chevaliers Wyvern en renfort non-stop si vous avez eu le malheur de finir le tour avec des unités dans certaines zones absolument pas indiquées. Et aussi devrais-je mentionner que c'est seulement à la fin de ce chapitre que Roy a l'occasion d'être promu à la classe supérieure, à savoir de ne plus être un putain de poire en sous-level, sachant que si vous finissez cette map en plus de 30 tours, vous êtes lock à la mauvaise fin et ne pourrez profiter de cette nouvelle classe que pour un seul chapitre. What the fuck, Binding Blade? Après, la seule chose qui a été transposée dans cette version de la map, ce sont les renforts. Même si je sais pas du tout s'ils sont appelés de la même façon, vu que ce jeu étant quand même infiniment plus simple, j'ai juste foncé sans réfléchir. Mine de rien, après ça, il ne devrait rester que les annexes de Mars et Celica quand je les aurai récupérées, ce qui me forcera un peu à faire le scénario principal d'ailleurs. Et vu que j'ai pas fait les jeux de Mars, la dernière occasion de me faire trauma serait avec Celica. Or, je n'ai jamais fini Shadow of Valencia. Les chances de me refaire trauma sont donc faibles. Pas vrai? Pas vrai?